Eh ben, on va commencer donc, peut-être avec un tout petit moment d'auto-promotion pour dire que décidément les midis de l'IREMO sont très ancrés dans l'actualité. Vous avez vu ce qui se passe au Soudan, on vient de faire un midi de l'IREMO avec Gwenaël Lenoir. Vous avez vu ce qui se passe, et c'est plus heureux, au Yémen. On vient de faire un midi avec Quentin Muller. Et voilà que 2 jours avant que Marc-Antoine vienne nous rejoindre, il y a un gros coup meurtrier. Oui, j'ai pas beaucoup d'éléments. Semble-t-il 70 morts au Burkina. Et là encore, notre midi tombe dans l'actualité. Alors, vous connaissez tous la formule, on en a débattu ici à plusieurs reprises avec plusieurs intervenants, non pas du djihadisme africain en particulier, mais du djihadisme en général. La fameuse formule radicalisation de l'islam ou islamisation de la radicalité. Cette opposition par laquelle on résume, peut-être de manière un peu schématique, le débat entre Gilles Kepel et Olivier Roy. Débat qui a, c'est un avis personnel, longtemps résumé, mais aussi bloqué le débat sur la nature du djihadisme. Dans votre livre, Marc-Antoine, vous paraphrasez cette formule en disant « djihadisation du crime » ou « criminalisation du djihad ». C'est aussi dans cet esprit-là. Au fond, avec un djihad sans foi ni loi, votre 3e opus dans une trilogie sur cette question, vous poursuivez au fond un effort de démythification, si je peux m'exprimer ainsi, qui est fondé, et c'est ça je crois la grande qualité du livre, non pas simplement sur une réflexion théorique, mais sur une connaissance intime des terrains propres au continent, du Mali au Nigeria, de la Somalie au Burkina, en passant par la République démocratique du Congo, le Mozambique, etc. Votre livre entend dépasser, alors là je vais vous citer à plusieurs reprises, comme vous l'écrivez donc, je cite, « la lecture religieuse des djihads contemporains afin de souligner la profonde dimension politique et sociale des révoltes qui sont aujourd'hui portées au nom du Coran au sud du Sahara. » Il s'agit aussi, poursuivez-vous, de, je cite toujours, « mettre en évidence les dynamiques locales des conflits en cours à contre-courant des théories les plus en vogue sur l'existence d'une internationale islamiste qui puiserait ses racines au Moyen-Orient et ferait de l'Afrique une simple excroissance d'un mouvement terroriste d'ampleur globale. » Et puis vous nous dites, toujours une citation, que déconstruire, c'est un de vos objectifs, déconstruire l'exceptionnalité du terrorisme dans des États faibles que certains considèrent comme aberrants parce qu'ils ne répondent plus au paradigme des observateurs qui, du temps de la guerre froide, comprenaient les mouvements de lutte armée à travers le prisme du nationalisme ou du socialisme. Bref, vous entendez, je vous cite toujours, éclairer toute la complexité des facteurs internes et externes qui attirent ou poussent les jeunes dans les bras des djihadistes. Et le djihadisme, vous y insistez, n'est jamais, je crois que c'est une phrase importante pour le livre, qu'un symptôme de la profonde crise des États au sud du Sahara, dont vous analysez le caractère autoritaire et la brutalité des forces armées sur lesquelles les Occidentaux ferment pudiquement les yeux. C'est sans doute là l'apport le plus important et le plus original de votre livre. D'ailleurs, vous affichez votre ambition, c'est une dernière citation, de manière claire. La thèse centrale de ce livre est justement que la principale cause des conflits en cours ne tient pas à une radicalisation de l'islam, mais à la mauvaise gouvernance d'États autoritaires et corrompus. Alors, ayant fait cette suite de citations, je dois immédiatement la nuancer. C'est-à-dire que toutes ces thèses que vous développez, elles ne tombent jamais dans le manichéisme. Chaque page du livre, c'est très frappant, je le montre,
pour dire que je l'ai vraiment étudié avec beaucoup de plaisir. Enfin, c'est intellectuellement, pour moi qui ne suis pas spécialiste de l'Afrique, loin de là, c'est vrai que chaque page du livre nuance la précédente. Et que chaque fois que vous affirmez une analyse théorique, vous la confrontez à l'expérience des pays et des régimes concernés, mais aussi au parcours spécifique de leurs djihadistes. Alors, inutile de dire que vous êtes plus que bien placé pour expliquer cette évolution et ces contradictions. Vous êtes politologue et directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Vous avez été rédacteur en chef de la revue Afrique contemporaine et chercheur associé à Chatham House à Londres. Et donc, Un djihad sans foi ni loi, votre dernier livre, a été précédé par L'Afrique nouvelle, frontière du djihad, à la découverte en 2018, et Une guerre perdue, la France au Sahel, chez Lattès en 2020. Alors la règle du jeu, vous la connaissez, vous avez 35-40 minutes si vous voulez, comme c'est vraiment un sujet pointu, pour introduire notre rencontre, et puis ensuite il nous restera 3/4 d'heure pour répondre aux questions des uns et des autres, soit présents ici, soit présents sur Internet. Voilà, c'est à vous donc. Merci beaucoup Dominique, merci Elie Rémo aussi de m'avoir convié à présenter cet opus qui clôt une trilogie, hein, comme tu le disais, le premier livre paru chez La Découverte en 2018 traitait vraiment des groupes djihadistes en tant que tels. Le deuxième chez Lattès en 2020, après 7 ans de réflexion, traitait surtout de l'intervention militaire de la France, donc dans la partie occidentale du Sahel, donc avec les opérations Serval puis Barkhane, hein, qui aujourd'hui officiellement n'existe plus, même s'il y a toujours une présence militaire française forte, notamment au Niger et au Tchad. Mais il y a une recomposition en cours, indéniablement. Et ce troisième livre, en fait, il complète les deux autres parce que j'essaye de m'attaquer à l'impensé des conflits djihadistes où, assez bizarrement, on travaille surtout sur la menace que fait peser le terrorisme, des groupes qualifiés de terroristes et de djihadistes parce qu'ils disent porter la parole et vouloir restaurer la tradition prophétique. Mais en revanche, on s'intéresse très peu à ceux qui sont censés les combattre. Et ça, c'est vraiment l'impensé de ces conflits. Comment travailler sur un conflit, je ne sais pas, israélo-palestinien, on ne parlerait que d'Israël et pas de la Palestine, ou inversement. Évidemment, il faut regarder un petit peu la perspective dans tous les angles. Et de ce point de vue, je reviens sur cette phrase importante, et je suis vraiment heureux que tu l'aies tirée du lot, parce que ça veut dire que le message est bien passé, parce que je ne cesse de le répéter depuis 2013, depuis que la France est intervenue au Mali, c'est qu'effectivement, le djihadisme n'est jamais qu'un symptôme de la profonde crise des États. Et le vrai problème de fond, ce n'est pas Al-Qaïda ou l'utilisation de l'islam pour porter des revendications à la pointe de la Kalachnikov, c'est vraiment la question de l'État et de sa capacité à réguler les conflits autrement que par la violence. C'est vraiment ça le fond du problème. Macron a mis 7 ans de réflexion pour le dire pudiquement et publiquement, ça devait être en 2020 ou 2021, je crois, où il a dit effectivement, reconnaissant pas officiellement l'échec de Barkhane, c'est toujours difficile d'admettre ses échecs, mais disant qu'effectivement la France ne pouvait pas se substituer, et surtout son armée, se substituer à des États défaillants. Ben oui, le fond de la question, il est bien là. Et que, du coup, une intervention militaire, on en peut, mais on a, à mon avis, donné une mission impossible à l'armée, qui, pour plein de raisons, d'ailleurs, l'a bien volontiers acceptée. C'est un autre sujet, je ne vais pas en parler. Moi, ce que je vous propose, c'est donc de regarder un peu cette impensée des conflits djihadistes que sont donc les armées africaines, les armées nationales qui sont censées les combattre, en me centrant sur la partie occidentale du Sahel, à la française, puisqu'on a un entendement du mot Sahel en France qui généralement est sur la partie occidentale, ce qu'on appelle le G5, le groupe des 5, donc Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad, alors qu'en réalité le Sahel, hein, il va du Cap-Vert jusqu'à l'Érythrée. Mais c'est vrai que dans l'entendement français, lorsqu'on parle du Sahel, on pense tout de suite au Mali, au Burkina, donc coup d'État ou pas. Donc c'est plutôt sur cette partie-là avec laquelle on est généralement plus familier que je vais un peu essayer d'illustrer mon propos. Et en revenant aussi sur un point que tu soulignais, et je te remercie d'avoir mis en évidence, c'est effectivement de nuancer. C'est-à-dire qu'on a des situations qui, moi, me paraissent quand même très inquiétantes dans l'évolution politique du Mali, du Burkina Faso et du Tchad, à la fois sur l'angle de leur militarisation, mais aussi de leur milicianisation.
Mais en revanche, il y a des pays du G5 Sahel qui s'en sortent mieux. Le Niger, où pour la première fois depuis l'indépendance, il y a 1 an, 2 ans maintenant, il y a eu effectivement un changement de gouvernement, même si ce n'est pas l'opposition qui a gagné, mais au moins il y a eu un changement de gouvernement autrement que par le coup d'État ou l'assassinat. C'est quand même une amélioration. Et la Mauritanie aussi, hein, où il y a des poursuites judiciaires qui sont engagées contre le précédent chef d'État. Là, on voit aussi qu'il y a quand même une dynamique positive qui est en train de se mettre en place, en sachant que pour plein de raisons que je n'aurai pas le temps d'expliciter aujourd'hui, mais je me souviens qu'à l'IREMO, on avait déjà fait une présentation sur la Mauritanie avec un ambassadeur de Mauritanie. Pour plein de raisons, donc on n'aura pas le temps d'étudier plus avant, l'armée mauritanienne, de toute façon, n'avait pas besoin de la présence militaire française pour se débrouiller et gérer la menace djihadiste locale. Donc, moi, le propos de fond, c'est de dire que c'est la crise de l'État qui va déterminer en fait l'évolution de ces conflits. En sachant qu'évidemment, l'État ne se limite pas à la force militaire. Hein. Il faudrait regarder plus en détail la question de la police, la question des prisons, la question de la justice, qui est fondamentale, l'accès à l'école, l'accès à la santé. Bon, vous m'avez généreusement donné le foncier, vous m'avez donné 40 minutes, donc je vais restreindre uniquement sur la question de l'usage de la force militaire, ou disons des forces de défense et de sécurité, mais c'est vraiment sur les armées nationales que je vais concentrer mon propos pour montrer que finalement l'évolution des rapports de force militaire, c'est vraiment l'élément déterminant, très largement déterminant de l'évolution des conflits donc qualifiés de djihadistes. En sachant que je trouve que sur le Sahel, on a un peu tendance à reproduire les erreurs d'analyse qu'on a faites sur l'Afghanistan, où on se focalisait sur la montée en puissance des talibans, sans regarder en fait que le problème venait de l'affaiblissement de l'État afghan, ou du gouvernement qui était soutenu à bout de bras par les Américains et par d'autres, y compris la France à un moment. Clairement, je trouve que sur le Sahel, on a un peu la même chose. Alors, peut-être pour tempérer, puisque le livre est sorti déjà l'année dernière, effectivement, pendant longtemps, on a tué les exactions des armées nationales parce qu'on faisait de la coopération militaire avec elles. Donc, ce n'était pas tellement de bon ton de dire que l'Union européenne ou la France coopérait, formait et équipait une armée malienne qui, en fait, tuait des civils. C'était un petit peu gênant de le dire publiquement. Alors aujourd'hui, la parole est beaucoup plus libérée, je vais dire, pour ce qui est de dénoncer, de mettre en évidence les exactions de forces armées avec qui on ne collabore plus. Mais ça, c'est un changement d'optique parce que les exactions, elles existaient déjà avant. Je ne dis pas qu'elles étaient plus importantes ou moins importantes, mais en revanche, on en parlait moins. C'était plus gênant dans le discours, dans le narratif officiel de l'Élysée, évidemment. Donc là aussi, il y a... Dans la série Nuances, vous insistez aussi sur le fait que les djihadistes tuent beaucoup plus de musulmans que de non-musulmans. Alors, ça, c'est normal, parce que c'est dans des... Mais c'est presque partout. C'est un point important. Oui, enfin, on a déjà dépassé la théorie du choc des civilisations depuis longtemps, je l'espère, à l'IREMO en tout cas. Oui. Mais pour dire qu'effectivement, ces groupes agissent dans des territoires qui sont majoritairement musulmans, donc l'essentiel de leurs victimes sont musulmanes. Mais il y a un autre point très important que je dis, c'est que les forces armées et leurs supplétifs miliciens tuent beaucoup plus que les groupes djihadistes, qualifiés de terroristes. Alors ça, c'est fondamental aussi. Hein. On ne peut pas comprendre aussi ce qui se passe, pourquoi les gens vont trouver refuge et protection sous la bannière du djihad, plutôt que sous celle d'un État défaillant. Et je vais revenir évidemment sur cette question absolument centrale. Ce n'est pas non plus spécifique au Sahel. Hein. Les Américains ont tué beaucoup plus que Al-Qaïda, je veux dire en Afghanistan ou en Irak, à l'échelle mondiale. Hein. Quand vous comparez les victimes des uns et des autres, il n'y a pas photo. Donc ça, c'est aussi des rapports de force. Bon, il y a une logique presque mathématique là-dedans. Hein. Quand on peut déployer une armée de l'air avec des bombardements, on va tuer beaucoup plus de gens qu'avec la Kalachnikov au sol, même si on a des missiles parfois, ce qui n'est pas forcément le cas au Sahel d'ailleurs. Donc moi, ce que je voudrais souligner d'emblée, c'est qu'en fait, les forces de défense et de sécurité dans la zone, avec des nuances à apporter, effectivement, parce que sur la Mauritanie et le Niger, ça peut être un peu différent, mais en général, ces armées nationales, notamment au Burkina et au Mali, contribuent à exacerber le conflit, plutôt qu'à le réguler pour le pacifier. Et ça, elles le font soit de manière positive, de par leur engagement militaire, soit de manière négative parce qu'elles ne font pas. Alors, ce qu'elles ne font pas, c'est qu'elles ne protègent pas les civils. Donc, quand vous êtes aujourd'hui un malheureux paysan, cultivateur ou éleveur dans le centre du Mali, dans le delta intérieur du fleuve Niger, donc dans la zone de Mopti, par exemple, dans le centre du Mali, effectivement, vous n'avez pas beaucoup de choix, hein, puisque l'État ne vous protège pas, donc vous passez des accords avec les groupes djihadistes, il y a beaucoup de négociations et d'accords à un niveau très local, vous allez ravitailler les djihadistes qui, en échange, vous protégeront
contre les exactions de l'armée. Donc c'est aussi parce qu'elles ne font pas que les armées nationales entretiennent le conflit, parce que du coup, des civils vont soit rejoindre, soit soutenir logistiquement les groupes djihadistes, mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est pas du tout parce qu'ils adhèrent à une idéologie djihadiste, hein. Ça n'a rien à voir. Et puis effectivement, malheureusement, hein, il faut bien le dire, les armées nationales peuvent aussi contribuer activement au conflit par ce qu'elles font, et notamment par les exactions qu'elles commettent, les massacres qu'elles commettent, ou que leurs supplétifs miliciens commettent, hein, ce qui permet aussi de se décharger de la responsabilité. C'est pas nous, c'est nos... Du coup, ce ne sont plus nos alliés, alors on les condamne. Au Mali, de temps en temps, on va les bannir, les interdire, les rendre illégaux, mais on va continuer de travailler avec eux, avec les milices locales de chasseurs, qui vont faire de la reconnaissance pour l'armée malienne, etc., etc. Donc effectivement, quand vous tuez des civils, bah, vous perdez la bataille de la cœur des esprits. Hein. Ça, c'est une logique connue de la guerre contre-insurrectionnelle. Il y a quantité de doctrines à ce sujet. Donc non seulement vous perdez votre légitimité, les gens se méfient de vous, hein, localement, et on ne peut pas gagner une guerre contre un ennemi invisible si on n'a pas le soutien des civils, ça me paraît très clair. Mais en plus de ça, on a des phénomènes où effectivement il y a des gens qui non seulement vont rejoindre les groupes insurrectionnels pour échapper à l'arrestation arbitraire et à la torture en prison, hein, torture qui se finit parfois par des décès, hein, il faut bien le dire, soit aussi échapper au massacre, ou alors, et j'ai moi-même interviewé des gens en ce sens, du côté de Boko Haram et au Niger, sur la frontière du Nigeria, des gens qui vont rejoindre les groupes insurrectionnels pour venger la sœur qui a été violée par un policier dans un camp de déplacés, le frère qui a été tué sans sommation alors qu'il n'était pas du tout ni Boko Haram ni tout ce que vous voudrez. Donc effectivement aussi des logiques de vengeance et à la fois de protection. Et quelquefois on a presque l'impression qu'il y a une sorte de choix pour les malheureux civils pris entre deux feux qui est soit la mort lente en prison par la torture quand on est capturé par l'armée. D'ailleurs c'est intéressant parce que vous voyez le mot terroriste n'existe pas forcément dans les langues vernaculaires, en fait il n'existe pas. Donc c'est un mot qui est d'importation et qui renvoie dans les langues vernaculaires africaines à différentes dimensions. Et par exemple, sur la frontière Nigeria-Niger, où on parle un peu le Kanuri et surtout le Haoussa, quand on vous dit que le terrorisme est passé et qu'ils ont capturé, ils ont enlevé des jeunes, hein, en fait, ça veut dire que c'est les unités antiterroristes de la capitale. C'est-à-dire que finalement, vous êtes dans un village, vous voyez des hommes en armes qui arrivent, ils sont plus ou moins en uniforme, et ils vont prélever des jeunes, voilà, ils vont les enlever et on ne les reverra jamais. Que ce soit des forces armées nationales ou que ce soit des groupes djihadistes, finalement, au total, le résultat, c'est quand même un peu le même. C'est que, voilà, il y avait des jeunes dans ce village, ils ont été capturés par des hommes en armes, et on ne les a jamais revus. Alors, est-ce qu'ils sont morts en détention dans les geôles du gouvernement, qui ne sont pas d'ailleurs forcément les prisons officielles, hein, ça peut être dans des casernes, ça peut être dans des zones de détention absolument illégales. Est-ce qu'ils ont été capturés, en fait, par des groupes djihadistes? Il y a vraiment énormément de confusion. Hein. On travaille un peu aussi dans le brouillard de la guerre de ce point de vue. Et donc, on voit bien que les forces de défense et de sécurité contribuent aussi à déstabiliser la zone. Alors, la question, c'est que le conflit est déjà engagé. Ce qu'on sait, ce qu'on peut montrer, c'est que les armées nationales, notamment dans certains pays comme le Mali et le Burkina, contribuent à déstabiliser, à exacerber le conflit. L'autre question qu'on pourrait poser, c'est est-ce qu'elles sont responsables du conflit? Alors, là, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, dans le cas de Boko Haram, l'exécution extrajudiciaire du fondateur de la secte avec qui le gouvernement négociait auparavant, exécution extrajudiciaire par la police nigériane, a clairement fait basculer le groupe dans la clandestinité. Mohamed Youssouf, alors qu'avant il avait sa mosquée, de temps en temps Youssouf était mis en prison, etc. Mais il y avait une négociation. À partir du moment où il a été tué sans autre forme de procès par la police nigériane, là il y a eu vraiment un basculement dans la violence complètement dégénérée qu'il n'y avait pas avant. Hein. Donc on voit bien que la répression, que la mauvaise régulation des conflits armés, ou des conflits simplement, pas forcément armés, est bien une cause de conflit. Ce qu'on peut dire en essayant de généraliser, c'est qu'il n'y a pas de groupe djihadiste sans au départ un minimum de répression contre des clercs islamiques qui portent la parole de la protestation contre des États corrompus et autoritaires et qui sont réprimés plus ou moins dans le sang. En revanche, ce n'est pas parce que vous avez une répression contre des clercs islamiques que vous avez forcément un djihad qui se met en place. Ça, c'est quand même important de le souligner. C'est peut-être là qu'on peut généraliser, alors que malheureusement, dans les exactions, une fois que le conflit armé est enclenché, là, en revanche, les exactions, ou bien le manque de protection des forces nationales offertes aux civils, là, effectivement, il va exacerber le conflit. Là, c'est quand même une règle beaucoup plus générale, je dirais. Vous dites à plusieurs reprises que parfois, la répression, ça marche. Alors, parfois, on peut écraser un mouvement. Il y a eu des fois où ça a marché. C'est ce que les Algériens appellent l'éradication. Il y a eu quelques cas. Pourquoi? On arrive mal à l'expliquer.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance si l'usage de la force répressive est indiscriminé, qui fait quand même des dégâts collatéraux autour, si ça va permettre d'écraser complètement le mouvement. Je n'ai pas le temps dans les 30 minutes qui me restent de revenir dans le détail, mais il y a eu quelques cas, effectivement, où ça a marché. Mais je ne crois pas qu'on puisse généraliser à partir de ces cas pour dire que c'est forcément la bonne réponse, ne serait-ce que par rapport au respect du droit international humanitaire. Bon. Alors, ce qui est intéressant aussi de noter dans le fonctionnement de ces armées nationales, puisqu'encore une fois, le focus des médias, des décideurs politiques, notamment en Occident, c'est vraiment les groupes djihadistes, comment ils évoluent. Là, je suis invité à une conférence aux États-Unis sur Al-Qaïda au Sahel. On voit bien que leur focus, c'est comme sur l'Afghanistan, c'est les talibans. Et ils ne regardent pas le problème de fond qui est l'État, ou ils le regardent trop peu. Là, il y a un point qui me paraît très important aussi du point de vue des États, c'est que les gouvernements en place, qu'ils soient élus ou non, ne font pas confiance à leurs propres forces armées. Alors, comment voulez-vous gagner une guerre contre un ennemi invisible dans les campagnes si vous ne faites même pas confiance à vos forces de sécurité et de défense? Alors, j'en tiens pour preuve le fait que le président Compaoré, autrefois au Burkina Faso, s'était doté d'un régime présidentiel particulier. Le président Paul Biya, un grand démocrate, donc à la tête du Cameroun depuis 1982, ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas, a créé sa propre... Ça ne le rajeunit pas, surtout. Ça ne le rajeunit pas, mais nous non plus, on vieillit à la même vitesse quand même. Hein, et donc, il a créé ces brigades internationales, brigades d'intervention rapide qui sont beaucoup mieux pourvues et beaucoup mieux payées que l'armée régulière. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un gouvernement, qu'il soit élu ou non, que ce soit celui du président Bazoum aujourd'hui au Niger, que ce soit celui des juntes militaires en place au Burkina ou au Mali, ils craignent en permanence la mutinerie, l'assassinat au sein des forces armées. C'est-à-dire que la méfiance, elle prévaut. Donc, en fait, vous essayez de fonctionner avec des corps militaires qui se méfient d'eux-mêmes en permanence, qui ont peur du putsch. D'ailleurs, voilà, ce qui s'est passé il y a 2 jours au Burkina le montre bien. Et quand on avait critiqué Ibeka, le président qui a été déchu, mal élu d'ailleurs, effectivement, mais qui a été déchu par un premier coup d'État militaire au Mali en 2020, avant qu'il y en ait un autre qui suive en 2020, parce que c'est comme les trains, ça se suit, ça ne se ressemble pas forcément, mais attention aux 3 suivants. Et effectivement, Ibeka avait toujours eu des réticences à sanctionner ses propres forces militaires pour les abus qu'elles commettaient, parce qu'il craignait le coup d'État. Idriss Déby, qui est un autre grand démocrate de la région, qu'aime beaucoup notamment notre ami Yves Le Drian, qui était au pouvoir depuis 1990, qui a été tué par la force des armes donc en 2021, si je ne me trompe pas, lui aussi changeait son chef d'état-major tous les ans. C'était très impressionnant, parce qu'il ne voulait pas que le chef d'état-major de l'armée tchadienne ait le temps de créer des réseaux susceptibles de pouvoir avoir une ampleur nationale pour le renverser. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, la rumeur toujours persistante encore aujourd'hui à N'Djamena, c'est qu'Idriss Déby n'a pas été tué par les rebelles. D'ailleurs, il y avait une interview du chef des rebelles à l'époque qui disait « Ah bon, on a réussi à l'avoir, c'est étonnant, on ne pensait pas, quand même, d'aussi loin, c'est très fort, on a vraiment des snipers extraordinaires. » Mais la rumeur veut qu'en fait, il aurait été tué d'une balle dans le dos, c'est-à-dire par ses propres forces armées. Parce qu'il était en train de concourir pour la énième fois à des élections où il allait être réélu, et qu'il y avait une forme d'agacement même au sein de sa propre fratrie sur sa perpétuation au pouvoir. Ce n'est pas à moi de dire, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'autopsie, donc je ne sais pas si cette rumeur est vraie. En tout cas, la rumeur, elle est là. Et elle nous en dit long aussi sur la perception de ses propres forces armées. Par exemple, aujourd'hui, Goïta, sur le Mali, je suis profondément convaincu qu'il utilise Wagner, vous savez, cette fameuse, appelez-la comme vous voudrez, compagnie de sécurité privée, mercenaires, société de gardiennage, conseiller militaire, milice, bref. Wagner, il l'utilise aussi pour se protéger du coup d'État. Lui-même le sait bien, puisqu'il a fait un coup d'État contre d'autres militaires qui avaient fait eux-mêmes un autre coup d'État juste avant. Donc on voit qu'on est en permanence dans cette logique de méfiance qui concrètement obère très clairement les capacités d'action sur le terrain avec une chaîne de commandement, avec des généraux qui puissent être obéis de leurs colonels, qui seraient eux-mêmes... Ce qui est terrible d'ailleurs dans le cas du Burkina Faso, c'est que ça descend dans la hiérarchie. Donc on a... au Mali, c'était un coup d'État des colonels contre les généraux ayant destitué le président mal élu, Ibeka, en 2020. Là, dans le cas du Burkina, on descend très très en bas. Alors ça veut dire qu'il n'y a plus du tout même de hiérarchie militaire dans une armée. Donc on est vraiment... les groupes djihadistes, on ne peut pas les penser en tant que tels si on ne regarde pas sur le fait qu'en face, il n'y a quasiment rien.
C'est pour ça qu'ils sont résilients. C'est pas parce qu'il y a un appui d'État islamique ou d'Al-Qaïda qu'il y aurait une espèce de colonne de tanks qui s'ébranlerait depuis Mossoul pour aller... Mais non, on n'a pas d'évidence sur vraiment des liens opérationnels. Il y a des liens de communication sur les franchises, ça c'est absolument indéniable. Sur la doctrine, c'est pas très clair. Je vais vous en donner un exemple très précis. Vous voyez, il y a des gens qui vous disent, alors voilà, d'un côté il y a Al-Qaïda, c'est le djihad global, et puis l'État islamique, c'est le djihad territorial, ancré dans le territoire. Vous avez au moins deux grandes franchises d'Al-Qaïda qui sont très ancrées dans le territoire, c'est les Shebab en Somalie et puis AQMI qui a donné jour au JNIM dans le nord du Mali. On vous dit l'État islamique, eux, alors ils sont moins préoccupés pour préserver les civils et on met en opposition par exemple le JNIM affilié à Al-Qaïda au Mali, avec l'État islamique au Sahel, qui lui est beaucoup plus brutal relativement aux civils, ce qui est tout à fait exact. Et on vous dit, ah mais par contre, la faction de Boko Haram ralliée à l'État islamique, qui s'appelle ISWAP, l'Islamic State in West African Province, est beaucoup plus respectueuse des civils que l'ancienne secte dirigée autrefois par Boubacar Shekau. Donc dans un cas, on vous dit, ah bah, ils sont ralliés à l'État islamique, c'est pour ça qu'ils sont plus respectueux des civils. Et puis dans l'autre, sur le cas de la frontière, la région des trois frontières, le Liptako-Gourma, donc avec Burkina, Niger et Mali, on vous dit, ah bah, c'est parce qu'ils sont à l'État islamique qu'ils sont moins respectueux des civils. Donc on voit qu'il n'y a même pas un modus operandi. C'est moins des structures que des étiquettes. C'est des étiquettes, en fait. On est sur une guerre de communication où vous avez des groupes qui aussi cherchent à se donner une résonance internationale globale parce que leur mode d'action repose aussi sur la peur. Voilà, le terrorisme, c'est aussi ça, c'est faire peur et démontrer sa capacité de nuisance. Et évidemment, on est davantage pris au sérieux lorsque l'on dit être affilié à l'État islamique que si on est juste un petit groupe de voleurs de bétail dans le centre du Mali. Ça me paraît clair. Voir, est-ce que cette espèce de schizophrénie bien organisée n'est pas aussi quelque chose de bien commode? Parce qu'au fond, on laisse des forces armées commettre des horreurs qui expliquent, pour une part, l'aliment donné aux forces djihadistes. Mais bon, ça permet de se reposer sur elles en disant on n'y est pour rien. Ah bah non, parce que le chef d'État, il est responsable de ses forces armées. Oui, mais enfin... non, ça se retourne contre lui. C'est-à-dire qu'il montre toute sa faiblesse, il révèle toute sa faiblesse. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que juste avant le coup d'État, le président Bazoum au Niger, qui lui a été élu, venait de changer son chef d'état-major. Et puis, il y a aussi des mouvements en ce sens au Sénégal. Enfin, on sent que... Voilà, il y a aussi une inquiétude de la part évidemment des présidents élus, même s'il y en a un peu moins dans la zone, on va dire, il y en a de moins en moins, y compris au Tchad. Mais cette inquiétude, elle est vraiment permanente et elle est structurelle. Voilà, c'est ça qui est un vrai souci. Bon, je vois que d'après le temps officiel, il me reste 10 minutes, un quart d'heure, mais peut-être un autre point aussi qui me paraît important, c'est la capacité des groupes insurrectionnels, donc qualifiés de djihadistes, à offrir de la protection. Alors, c'est variable, puisque je le disais, l'État islamique au Sahel, dans le Liptako-Gourma, est beaucoup plus brutal que le JNIM, qui est plus respectueux des civils. On a aussi des variantes importantes autour du lac Tchad, avec la mouvance qu'on appelle par facilité maintenant Boko Haram. Mais c'est vrai qu'il y a... on voit, il y a des accords qui sont passés avec les civils en échange du paiement de la zakat, de la dîme religieuse, avec des offres de protection qui sont, voilà, qui varient d'une région à l'autre. Et moi, ce qui me frappe, et ça je l'ai entendu de la bouche des éleveurs dans la zone autour du lac Tchad, mais d'autres collègues qui travaillent sur le centre du Mali rapportent exactement la même chose. C'est-à-dire que le prélèvement de la zakat, il est beaucoup plus prévisible et moins onéreux que le racket des forces armées. C'est-à-dire qu'un éleveur qui passe dans la zone du lac Tchad aux mains d'ISWAP, il sait qu'il va devoir donner peut-être une bête sur 40, mais une fois qu'il a payé, on lui donne un reçu, on m'a montré ces reçus, qui sont écrits sur un petit papier, et après, il ne repaye pas. Alors que quand vous passez dans les zones tenues par l'armée nigériane ou l'armée camerounaise, vous êtes éleveur, vous avez votre bétail, on vous raquette une première bête sur le premier checkpoint, 5 km plus loin, vous en avez un autre, on vous reprend une autre bête, et il n'y a pas de reçu, ça je vous le dis. Ça, les forces armées nationales ne livrent pas de reçu. Donc en fait, vous avez une ponction, et c'est assez imprévisible, et donc ça coûte plus cher pour les éleveurs de passer dans les zones tenues par les forces gouvernementales corrompues, parce qu'il y a deux mots-clés qui sont importants pour comprendre la gangrène de ces forces armées, c'est la corruption et l'impunité, j'y reviendrai peut-être un peu si j'ai le temps, et donc ça coûte moins cher de passer dans les zones tenues par des groupes insurrectionnels, au moins on sait ce qu'on va payer, on le paye une fois et après, voilà, que dans les zones tenues par des forces armées qui ont une réputation quand même de corruption
très élevé. Et la corruption, ce n'est pas qu'un problème d'éthique côté occidental, hein, je suis désolé. C'est aussi un problème parce que du coup, ça veut dire que les achats d'armes n'ont pas été effectués puisque l'argent a été détourné. Là, sur le Nigeria, je vous parle de 2 milliards de dollars hein, au cours des 10 dernières années. Hein. C'est pas rien. Hein. Ça reste bon an, mal an, plus ou moins le premier producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria. Il y a quand même pas mal d'argent qui circule. Donc les détournements sur les achats d'armes sont absolument phénoménaux. Ça va même plus loin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en réalité, l'armée n'a absolument pas intérêt à mettre un terme au conflit de Boko Haram, parce que c'est une rente. Et ça, je crois que c'est fondamental de le comprendre aussi, c'est-à-dire que la menace djihadiste, c'est une rente à la fois financière et diplomatique pour beaucoup de régimes qui sont autoritaires et pas forcément très bien vus des Occidentaux par ailleurs, mais on va taire les critiques parce qu'ils sont avec nous dans le combat contre Al-Qaïda et contre l'État islamique. Et donc, on va taire les critiques sur la nature autoritaire de ces régimes. On va continuer à les appuyer militairement. C'est ce qu'on a longtemps fait sur le Mali et le Burkina. Et la France continue de le faire sur le Tchad. Pas forcément à bon escient. À voir ce que ça va devenir sur le Tchad. On n'est pas forcément très, très rassuré. Président américain qui disait de Somoza, c'est un fils de pute, mais c'est notre fils de pute. Et ce qui est intéressant sur cette phrase, c'est qu'elle a été répétée des milliers de fois. On l'a dit sur Marcos aux Philippines et on l'a dit sur Mobutu au Zaïre. He's a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Donc on tait les critiques sur les droits de l'homme, là on les met un petit peu de côté, du moment qu'ils nous aident à lutter autrefois contre le communisme et aujourd'hui contre le drapeau vert d'un islam dit radical. Mais pour revenir sur l'offre de protection des groupes djihadistes, avant que je dise peut-être un petit mot aussi sur l'impunité des forces de défense et de sécurité, je crois que c'est quand même important de ne pas trop non plus surestimer leur offre de protection. Hein. C'est-à-dire ça reste quand même des groupes mobiles, souvent, ils ne sont pas forcément complètement ancrés dans les villages, et c'est pas parce qu'ils ont une capacité de nuisance dans une zone qu'ils tiennent ou qu'ils contrôlent la zone, et surtout qu'ils seraient en capacité de la gouverner. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, je vois, de débats, y compris dans le monde académique, où on commence à vous parler de la gouvernance djihadiste. Parce qu'ils sont là depuis longtemps. Et je crois qu'il ne faut pas confondre la longévité et leur pérennisation. Ce n'est pas la même chose que l'enracinement qui se traduirait par une capacité à gouverner. C'est deux choses à différencier. Alors, je vous ai dit, je ne parlerai pas de la Corne de l'Afrique, mais pour moi, les Chebabs sont les seuls à avoir eu effectivement une petite expérience de gouvernement à Mogadiscio quand ils étaient la milice de l'Union des tribunaux islamiques, voilà, à Mogadiscio en 2006, là, avant que l'armée éthiopienne n'intervienne en 2007 avec le soutien des Américains. Il y a une toute petite expérience, mais pas vraiment de gouvernement, quand même, il ne faut pas exagérer, d'Al-Qaïda, quelques mois, l'AQMI à Tombouctou, dans le nord du Mali, en 2012, avant que les Français n'interviennent. On voit qu'il y a des expériences qui sont menées, hein. Mais gérer une économie de guerre, c'est pas avoir des relations diplomatiques, c'est pas... Donc la capacité de ces groupes à articuler leurs revendications sur le plan politique n'est pas très claire, elle n'est pas encore affirmée. Et est-ce qu'ils ont les cadres pour être en capacité de gouverner? Ça, c'est pas du tout évident en réalité. Donc il ne faut pas non plus aller trop vite en besogne et exagérer leur capacité à s'inscrire non seulement dans la durée, mais à devenir des interlocuteurs politiques véritablement. En revanche, il y a un point qui me paraît important sur leur longévité, sur leur résilience, c'est leur sécularisation. Et ça, elle se joue à deux niveaux. Elle se joue à la fois sur le fait que nécessité fait loi, donc ça veut dire que les impératifs militaro-sécuritaires l'emportent sur la doctrine. Et donc, effectivement, on va mettre un peu de côté la doctrine parce qu'elle n'est pas toujours applicable et puis qu'il faut bien qu'il y ait des dérogations parce que là, sinon le groupe est massacré et on n'en parle plus. Et il y a un autre phénomène qui vient se coupler à celui-là, c'est que dans les chourats de ces groupes, les religieux sont les moins aptes finalement à mener une vie de maquis, hein, de combat militaire, et donc c'est eux qui sont tués en premier, en général, très souvent. Et ce qu'on voit souvent dans ces groupes, c'est pas absolument général, mais c'est quand même une tendance assez marquée, c'est que les clercs religieux, leur proportion et leur influence dans les chourats de ces groupes, elle diminue au profit de l'aile militaire. Qui du coup revendique des dérogations. On fera des alliances de circonstances qui contreviennent au discours de ces djihadistes. On prend beaucoup de liberté avec la doctrine parce que nécessité fait loi. Et d'ailleurs,
effectivement, il y a déjà des dérogations prévues dans le Coran, par exemple sur le jeûne, sur le ramadan ou sur le pèlerinage. Si vous êtes malade, si vous êtes en voyage, si vous êtes combattant, vous êtes exempté. Et donc là, les exemptions se multiplient, hein, on va dire, dans ces groupes djihadistes. Et c'est pour ça que je parle, moi, d'une sécularisation, ce qui m'a amené un peu au titre, hein, un djihad sans foi ni loi. C'est-à-dire que tous ces conflits, encore une fois, l'évolution de ces conflits, elle est fondamentale pour comprendre aussi l'évolution des doctrines de ces groupes, puisque ce n'est pas forcément la doctrine qui fait le conflit, hein, ça me paraît assez clair. Et effectivement, il y a une tendance à la sécularisation qui me paraît très importante de prendre en compte, parce qu'on voit que là, la dimension militaire du conflit l'emporte aussi progressivement sur la dimension idéologique. Bon, j'avais encore plein de choses à vous dire sur le... Bon, alors... Peut-être avant d'en venir à la question de ces deux mots-clés pour comprendre la faiblesse des forces armées nationales dans la région, qui sont donc la corruption et leur impunité, peut-être aussi quelques autres arguments pour revenir sur cette lecture religieuse de ces groupes qualifiés de djihadistes parce qu'ils disent se battre au nom de la tradition prophétique. Il y a d'abord un élément historique, il y a aussi un élément théologique et un élément sociologique. Je vais revenir sur ces trois grands arguments que j'avais aussi abordé pas mal dans mon premier livre hein, sur l'Afrique, nouvelle frontière du djihad, avec un point d'interrogation à la découverte. Alors, le premier argument, il est historique, c'est de dire qu'il y a déjà eu il y a quand même toute une tradition de djihad. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'on va se saisir d'un corpus, en l'occurrence islamique, pour justifier le fait de se soulever contre des pouvoirs considérés comme impies. Très longue date, dès le 15e, dès le... Voilà. Et donc là, vous avez l'âge d'or des djihads africains, c'est le 19e siècle, hein, avec le djihad d'Ousmane Fodio dans ce qui est aujourd'hui le nord-ouest du Nigeria, mais ça allait jusqu'au Mali, au Burkina Faso, jusqu'au Cameroun même à l'époque, c'était des territoires absolument immenses. C'était des djihads qui aboutissaient sur le plan politique, l'essai était transformé, c'est-à-dire qu'à un moment, ils arrivaient à mettre en place des proto-gouvernements, des proto-États, hein, avant l'arrivée du colonisateur. Bon, je renvoie aussi à toute l'épopée des Ladjo Martal, l'Empire tout couleur, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce qui me paraît intéressant, c'est que quand vous regardez l'histoire du djihad en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, je ne parle pas seulement de la Madiyya côté soudanais, mais donc effectivement pas mal du côté Mali et Nigeria, vous vous rendez compte qu'à l'époque, ces djihad étaient structurés sur le plan doctrinal par des confréries soufis, notamment la Qadiriya ou la Tijaniya, qui sont présentés aujourd'hui comme le remède doctrinal contre le salafisme qui serait importé du monde arabe et qui expliquerait tous les conflits de la zone, n'est-ce pas? Donc on voit bien là, historiquement... Soufis pacifiques, voilà, salafistes, voilà. guerriers. Alors que les soufis... D'ailleurs, il y a encore aujourd'hui des révoltes soufis sanglantes. Il y en a eu en 2008 dans le sud du Tchad, mais personne n'en a parlé, parce que ça ne répond pas au canon de nos médias. Il y a eu quand même des propos de leaders de confréries soufis, notamment du côté des Mourides, qui applaudissaient à deux mains les attentats contre Charlie Hebdo. Il y a des propos que je cite d'ailleurs dans un autre livre que je suis en train d'écrire, celui-là, sur les violences religieuses en Afrique, où effectivement je cite des propos de soufis. Franchement, si on ne vous dit pas qui les a prononcés, vous penseriez que c'est le salafiste le plus radical hein, qui s'est exprimé ainsi. Donc, bon, ce que je veux simplement dire sur le plan historique, c'est qu'autrefois, on s'est battu au nom de doctrines soufis. Aujourd'hui, on se bat au nom de doctrines salafistes qui permettent de légitimer la mise à mort d'autres musulmans, hein, c'est quand même ça, et de faire du takfir. C'est pas nouveau, et ça montre que quelle que soit l'enveloppe doctrinale, c'est ça qui me paraît important, il n'y a pas eu besoin du salafisme, il n'y a pas eu besoin du wahhabisme pour qu'effectivement on se saisisse de l'islam pour protester contre des gouvernements considérés comme impies parce que corrompus et autoritaires. Voilà. C'est ça le point vraiment important que je veux souligner. Il y a aussi un argument théologique presque, j'ai envie d'avancer. Il y a beaucoup de spéculations sur l'influence du wahhabisme dans l'Afrique sahélienne. Oui, certes, pendant le boom pétrolier des années 70, l'Arabie saoudite avait les moyens de sa puissance, donc elle a beaucoup financé de bourses d'études, etc. Maintenant, les chiffres qu'on a sur les Africains qui sont allés sur l'université islamique de Médine, c'est quelques milliers, c'est tout. C'est pas comparé aux centaines de milliers qui vont se former dans des universités occidentales en Amérique du Nord ou en Europe, c'est sans commune mesure. Et on commence à avoir enfin des études intéressantes sur ce qui se passe ou ce qui s'est passé
à l'université islamique de Médine, qui a entre-temps d'ailleurs changé ses cursus, hein, donc c'est beaucoup moins, disons, puritain et radical que ça ne l'était autrefois. Mais même, on voit que beaucoup d'Africains sont revenus déçus, beaucoup n'ont pas achevé leur cycle d'études à l'université islamique de Médine. Ils sont revenus avant. Alors, ils se sont prévalus du passage en Arabie Saoudite pour légitimer leur aura et reprendre peut-être ou construire leur propre mosquée et devenir un imam reconnu, soi-disant sanctifié par les Saoudiens, même s'ils n'ont pas terminé leur cycle à l'université islamique de Médine. Mais il ne faut pas exagérer leur influence. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a là aussi toute une rhétorique, un narratif dominant sur la soi-disant influence du wahhabisme qui serait à l'origine des révoltes islamistes aujourd'hui au Sahel, qui ne correspondent pas à la réalité. Quand on entend des officiels français, allez, on va être gentil, on ne va pas les citer, qui disent que l'imam Dicko, dont vous avez peut-être entendu parler à Bamako, est wahhabite, c'est un petit peu comme si je disais que Staline est trotskiste. C'est-à-dire que soit vous prêtez attention aux doctrines, mais oui, tu ne savais pas que Staline était trotskiste. Mais voilà, et voilà, je pense qu'il y a une révision complète à voir du côté de nos amis kremlinologues qui se sont trompés. L'imam Dicko, il suit, alors effectivement, il a eu un passage en Arabie Saoudite, mais il suit le rite malékite. Les Wahhabites, qui d'ailleurs ne se désignent pas comme tels, c'est le Sunna, c'est le peuple de la Sunna, ils répudient le mot Wahhabite qui pourrait laisser penser qu'ils cultivent, qu'ils auraient sanctifié Mohammed al-Wahhab, qui est le théologien du XVIIIe siècle, qui est à l'origine de ce que nous, on appelle le wahhabisme, mais ce n'est pas le nom par lequel ils se désignent. Donc déjà, on les appelle comme wahhabites, alors qu'eux-mêmes ne s'appellent pas un wahhabite, ils s'appellent parfois salafistes, ou bien tout simplement donc, le peuple de la Sunna. Ce qui donne d'ailleurs produit aussi beaucoup de contestations à juste titre, d'ailleurs des sunnis qui eux aussi se disent peuple de la sunna, hein, sauf qu'on les décrit plus, les soufis, comme le peuple de la récitation, mais en tout cas ils se disent aussi porteurs de la sunna et de la tradition musulmane. Et donc on accuse des Africains influents, des islamistes, n'est-ce pas, d'être wahhabites, alors que les wahhabites eux-mêmes ne se disent pas comme wahhabites, que les wahhabites sont forcément de rite hanbalite. Ça ne veut pas dire que tous les hanbalites soient wahhabites, ou que tous les salafistes soient wahhabites. Hein. Les wahhabites, eux, sont salafistes, certes, mais tous les salafistes ne sont pas... je ne sais pas, vous me suivez là ou non? Non, je sens qu'il y en a quelques-uns qui ont... Non. Vous repasserez la vidéo plusieurs fois. Hein. Je le refais simplement. Tous les salafistes ne sont pas wahhabites, mais tous les wahhabites sont salafistes. Tous les hanbalites ne sont pas wahhabites, mais tous les wahhabites ne sont pas hanbalites. En tout cas, ce qui est clair, c'est que pour être wahhabite, ce que nous appelons wahhabite, il faut être de rite hanbalite. Et bon, voilà, l'imam Dicko, entre autres, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de discuter avec lui, lui-même dit, enfin c'est quoi, je ne suis absolument pas wahhabite, et il ne suit pas le rite hanbalite. Donc c'est pour ça que je le dis de manière un peu moqueuse et provocatrice, en disant, mais c'est un petit peu comme si on disait, en parlant de l'imam Dicko, que Staline était trotskiste. Alors comme on connaît mieux les variations du marxisme dans ses différentes versions jusqu'au maoïsme, on a quand même un héritage, hein, en mai 68 en France, on connaît mieux, donc on est plus familier. Donc effectivement, si on vous dit que Staline est trotskiste, on dit mais qu'est-ce que c'est que cette imbécilité? Mais en revanche, si on vous dit en France que l'imam Dicko est wahhabite, ça pose de souci à personne. Et c'est pour moi très très révélateur aussi d'une certaine méconnaissance, pas seulement de l'islam, mais aussi voilà, on applique des étiquettes. Et c'est les mêmes étiquettes qu'on applique à des gens qui, en fait, sont de courants très divers. Et à mon avis, on ne faut surtout pas, et ça c'était mon précédent ouvrage, dont on fait un petit peu de pub aussi, sur l'islam d'Afrique au-delà du djihad, qui était publié chez Vendémiaire, qui était de dire, attention, les conflits au sein de l'islam, des différents courants islamiques au sud du Sahara, ce n'est pas que soufis contre salafistes. Il faut aussi comprendre qu'il y a énormément de conflits à l'intérieur de la mouvance soufie et à l'intérieur de la mouvance salafiste, entre les quiétistes et puis les activistes qui vont participer aux élections ou qui, pour certains, iront même effectivement jusqu'à prendre les armes. Et pour moi, ce que je soutenais comme thèse dans mon bouquin, là, qui était publié chez Vendémiaire, c'était de dire qu'en fait, il y avait autant de dissensions entre soufis et salafistes qu'à l'intérieur de la mouvance salafiste ou à l'intérieur de la mouvance soufie. Où il y a aussi des soufis quiétistes, des ermites, et puis d'autres qui, au contraire, sont beaucoup plus activistes, notamment au Sénégal, qui donnent des consignes de vote, qui rentrent dans le jeu politique, qui négocient, qui négocient avec le pouvoir politique, avec l'État, etc. etc. Donc là, je crois qu'il faut qu'il y ait beaucoup de nuances, et encore une fois, ça invite à être très prudent sur la lecture religieuse que l'on fait de ces insurrections. Et puis je termine avec mon dernier argument, qui lui est d'ordre sociologique, c'est qu'effectivement, on commence à avoir maintenant pas mal d'études sur les motivations, les raisons qui ont amené des jeunes à prendre les armes et à combattre dans ces groupes.
Et on voit que le religieux n'est pas du tout déterminant. Alors, il y a eu une grande étude menée par les Nations Unies il y a quelques années, le PNUD, qui s'appelle Journey to Extremism, Voyage vers l'extrémisme, qui étudie quelques 600 djihadistes présumés qui sont en prison ou dans des centres de déradicalisation. C'est intéressant parce que le corpus utilisé reflète aussi un petit peu la masse démographique, c'est-à-dire que l'essentiel du corpus, c'est des Chebabs de Somalie et puis des gens de Boko Haram autour du Nigeria, lac Tchad. En revanche, les djihadistes du Mali, eux, c'est très peu peuplé comme zone, hein, donc ils sont très très peu représentés dans l'échantillon que proposent les Nations Unies, mais qui concourent avec ce que j'avais trouvé, moi. J'ai interviewé une soixantaine de présumés membres de Boko Haram à divers titres, que ce soit dans des prisons au Niger, autour du lac Tchad avec des pêcheurs boudouma ou bien des gens qui maintenant ont réintégré la vie civile à Maïdougouri. Je n'irai pas plus dans le détail. On va dire, pour faire vite, une soixantaine. Et j'en avais un qui disait être rentré dans le groupe pour des raisons religieuses. Et ce n'était pas anodin parce qu'il était rentré dans le groupe avant que le groupe ne rentre dans la clandestinité avec l'exécution extrajudiciaire de Youssouf en 2009. C'est-à-dire qu'il est rentré pour des raisons religieuses à un moment où le groupe avait encore sa mosquée dans le quartier de la Gare à Maïdougouri. C'est tout à fait significatif. Les autres qui sont rentrés dans le groupe sont rentrés pour d'autres raisons, qui peuvent être, il faut bien manger, puisqu'il y a eu des sanctions qui visaient à priver le groupe de ses ressources locales, parce que ces groupes vivent en se payant sur la bête. Hein. Ce n'est pas Al-Qaïda qui envoie le chèque de fin de mois ou l'État islamique. Hein. Donc en fait, ils vivent de pillage, ils vivent de raquettes, ils vivent de zakat. Et effectivement, quelquefois, il y a des gens qui sont rentrés aussi pour des raisons opportunistes et purement criminelles, hein, partager le gain de la prédation, d'autres qui sont rentrés pour se venger, pour se protéger, mais on voit que là, ça dilue complètement la dimension religieuse. Bon, j'ai déjà pas mal parlé. Si tu veux, peut-être dans les questions, j'aborderai la question de l'impunité aussi des forces armées qui me paraît essentielle pour comprendre. En tout cas, déjà, merci beaucoup parce que c'est très riche. C'est pas évident de résumer un livre, trois livres aussi riches en 40 minutes. Je voudrais quand même, juste avant de passer la parole à nos amis, en ligne aussi, je nous trouve un point commun. Bien que je ne connaisse pas grand-chose à l'Afrique, j'y ai mis un peu les pieds, mais il y a longtemps. Au fond, vous menez la même croisade que moi contre le monocausal. Ouais. C'est-à-dire, au-delà des nuances très nombreuses qui apparaissent dans votre livre et que vous avez pour une part reprise, il y a quand même une idée force qui est une bataille intellectuelle majeure, je trouve, dans les sciences humaines françaises en particulier depuis 20 ans. C'est l'idée on ne peut pas expliquer des phénomènes sociaux complexes et des conflits a fortiori avec une cause opposée à d'autres. C'est pas ou la religion, ou le terrain politique et social, ou les États corrompus, ou l'économie, ou la pauvreté, ou l'idéologie. C'est tout à la fois, et le fait de sortir d'une grille de lecture qui soit du ou est quand même un grand pas en avant. C'est-à-dire vos livres aident visiblement toute une série d'intellectuels, de chercheurs, d'universitaires à franchir un pas qui les sortent vraiment de ces grilles obsolètes qui bloquent la pensée. J'ai l'impression que c'est quand même au-delà du détail quelque chose de fondamental. Il y a ça, il y a aussi quand même l'idée, c'est-à-dire je ne récuse pas, parce qu'il y a eu des débats très vifs dans la communauté académique aussi sur l'influence d'Al-Qaïda, de l'État islamique sur ces groupes. J'exclus pas le fait qu'il y ait une influence globale, il y a référence à des globaux, mais je dis qu'ils sont moins importants. C'est-à-dire que j'échelonne quand même. Il y a une... C'est-à-dire que je dis oui, c'est pas monocausal, on est bien d'accord là-dessus, mais je pense quand même que le déterminant politique, il est essentiel. Absolument. Plus même que le déterminant économique. C'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils vont rejoindre ces groupes. D'ailleurs, à preuve, on a quand même des éléments qui montrent que c'est pas forcément dans les régions les plus pauvres qu'émergent ces groupes, des régions musulmanes de l'Afrique sahélienne, les plus pauvres qu'émergent ces groupes, que les leaders de ces groupes ne sont pas forcément les plus pauvres, c'est pas non plus la révolte des damnés de la terre, voyez. Ça ne veut pas dire que des damnés de la terre, une fois que le conflit est enclenché, ne vont pas rejoindre. Mais dans la causalité, c'est pas forcément ça, c'est plus complexe que simplement, là, on ne peut pas se contenter d'une lecture purement marxiste, en disant que c'est une révolte des pauvres, c'est plus que ça, quand même. Donc il y a plusieurs causes, mais je pense quand même que la question de l'État, j'ai envie de dire, elle prime, et que les déterminants locaux sont plus importants que les globaux.
Voilà. Donc là, il y a quand même une prise de position dans une multitude de causes. Mais même, je vous comprends bien, je suis d'accord avec vous, mais même lorsque vous développez les raisons pour lesquelles la religion n'est pas le facteur majeur de ces conflits, vous notez quand même que la religion joue un rôle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un système manichéen qui fait qu'on exclut tout l'un ou tout l'autre. Même si, comme vous le dites, la question de la mauvaise gouvernance, pour aller vite, est une question centrale de tous ces conflits. Voilà, s'il fallait le résumer, j'ai mené des entretiens avec 51 membres supposés de Boko Haram dans des prisons du Niger, donc il y en avait un qui était rentré pour des raisons religieuses. Donc ça n'exclut pas complètement le religieux, mais c'est pas beaucoup. Voilà. Mais c'est un peu. Mais c'est pas une proportion que j'inviterais à généraliser. Mais c'est un peu les débats que nous avons eus en France sur qui sont les djihadistes français, et où il a fallu du temps, mais où on s'est quand même aperçu que la dimension religieuse n'était pas vraiment ni la plus enracinée, ni la plus prégnante, quoi. Voilà. Tout à fait. C'est à vous ici et c'est à vous en ligne. J'ai encore moi quelques questions, évidemment, mais à vous, si vous en avez, n'hésitez pas, oui. Merci pour votre exposé qui nous a éclairé quand même un peu, parce qu'on ne comprend rien à ce qui se passe au sud du Sahara, et la presse écrite comme d'ailleurs orale, en France, ne nous aide pas beaucoup. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'au début des indépendances, je pense au Congo, l'ancien Congo Léopoldville, au moment où Lumumba a été porté au pouvoir, au Mali, Modibo Keïta, est-ce que l'élimination de ces deux leaders, il y a d'autres, il faut le dire aussi par la puissance tutélaire, enfin la puissance coloniale, n'a pas aussi pesé sur l'état que l'on voit aujourd'hui de ces pays. C'est-à-dire qu'on a éliminé ces leaders qui avaient quand même un projet de société pour les remplacer par un certain Mobutu. Je pense que le critère de Mobutu, le choix de Mobutu, c'était un critère pas très noble. L'élimination par un coup d'État, je crois en 1966, de Modibo Keïta, qui est mort en 1977 dans des conditions terribles. Est-ce que ces gens-là n'ont pas été éliminés parce qu'ils ne correspondaient pas aux intérêts de la puissance coloniale? J'ai parcouru les mémoires de Foccart. Il y a certainement des choses à voir là-dedans sur ces coups d'État qui ont éliminé les gens qui gênaient les intérêts des puissances coloniales, pas seulement françaises, mais d'autres, belges et autres. Enfin, je m'interroge, je ne suis pas spécialiste. Dans le contexte de la guerre froide, je ne ferai pas du tout d'amalgame entre Lumumba et Modibo Keïta, parce qu'ils ne sont pas du tout éliminés de la même manière. Keïta a éliminé par un coup d'État conduit par des Maliens qui sont proches de Moscou aussi. Donc on ne peut pas dire là que c'est la puissance coloniale française. À ma connaissance, moi j'ai aucun élément d'information disant que la France aurait appuyé Moussa Traoré en 68 pour se débarrasser de Keïta. Mais alors là, vraiment aucun élément. On peut avoir ses suspicions. On a là suffisamment de preuves sur Lumumba. Ah oui. Ça c'est absolument. Mais c'est en dehors de. Oui. Non mais là c'est même pas. Voilà, il n'y a rien à discuter. C'est prouvé. C'est en dehors du champ de mon intervention, donc je ne veux pas revenir sur le cas de Lumumba. Mais je pense que ça se déploie dans une logique très différente. Le Mali, du temps de la guerre froide, était quand même aligné sur Moscou. Il n'était pas aussi aligné que ne l'étaient les anciennes colonies portugaises, genre Mozambique ou Angola, c'est vrai, mais il était quand même très clairement dans le camp soviétique. Donc là, on ne peut pas dire que Keïta aurait été éliminé au même titre que Lumumba par l'ancienne puissance tutélaire. Non, je crois que cette lecture-là ne convient pas. Après, que les éliminations, qu'elles soient sous les auspices de la CIA ou de ce que vous voudrez, et qu'elles n'aient pas déstabilisé ces pays, si, évidemment, oui, ça on est bien d'accord sur le fond. Mais encore une fois, Lumumba, Keïta, ce n'est pas le même combat. Voilà. Gérard. Merci aussi pour toutes les précisions là où vous apportez. Enfin, vous nous ouvrez les horizons sur toutes sortes d'événements qui se sont déroulés dans tous ces pays. Simplement,
dans le prolongement de l'intervention précédente, je crois qu'il faut absolument se garder de minimiser le rôle de notre puissance coloniale qu'est la France, hein, dans tout ce chaos qui s'installe malheureusement en Afrique, hein, d'une manière assez large. En particulier, enfin, vous parlez de mauvaise gouvernance, et effectivement, toutes sortes de problèmes se rattachent, que vous évoquez, se rattachent à la gouvernance qui règne dans ces États. Mais notre pays lui-même n'a-t-il pas contribué encore très récemment à déstabiliser les gouvernants en place? Je pense en particulier à l'intervention de Macron dans cet amphithéâtre d'étudiants qu'il prétendait animer, dominer. Bon, le jour où il a renvoyé le chef de l'État réparer des climatiseurs suite à une panne de courant. Donc la gouvernance de nos pays oui, est essentielle. Il faut constamment l'avoir à l'esprit. Et même pour quand même déboucher sur un problème qui n'est pas purement franco-français, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce qui s'est passé au Nigeria? Parce qu'au Nigeria, que je sache, le djihad n'avait pas de racines dans la vieille colonisation française. Par contre, Boko Haram est entré au Nigeria, me semble-t-il, en conflit. Enfin, ça actualise un conflit entre population du Nord et population du Sud, avec le genre de vie différent. Et puis la confessionnalisation aussi, qui a joué un rôle. Hein, avec cet enlèvement de jeunes filles qui étaient étudiantes dans les couvents. Musulmane, hein. Donc le Boko Haram tue essentiellement des musulmans. Dans une zone, ils sont actifs. Le Nigeria est une fédération de 36 États. Et donc ils sont surtout actifs dans ce qu'on appelle les États Biya, sans jeu de mots avec le président du pays voisin, le Cameroun, Borno, Yobe et Adamawa. Et notamment dans le Yobe et le Borno, c'est quand même majoritairement musulman. Donc cette dimension nord-sud, alors c'était une grande crainte, c'est que Boko Haram ait une capacité à frapper au sud, dans des zones qui seront beaucoup plus peuplées de chrétiens, et notamment qui sont aussi le Nigeria utile, hein, là où il y a les zones pétrolifères, là où il y a Lagos, la plus grosse ville d'Afrique après le Caire, le plus grand port de la région, etc. Mais ça ne s'est pas produit. Donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas avoir une lecture nord-sud, d'un nord qui serait musulman au Nigeria contre un sud chrétien. Alors vous souleviez une autre question juste sur la France. Pour tout le monde, non, pas sur la France, sur le Nigeria. Peut-être faut-il dire quelques mots de l'importance du Nigeria. C'est un des pays les plus riches et les plus potentiellement riches, peuplés, parce que là, potentiellement riches. Il y avait les élections, il y a une crise extraordinairement peuplé. Enfin, voilà, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique depuis très longtemps. Et il doit enfin y avoir un recensement l'année prochaine, mais c'est pas depuis le temps qu'il l'annonce et qu'il n'est pas fait. Le dernier, en 2006, annonçait 140 millions d'habitants. Donc aujourd'hui, on dit que par extrapolation, en suivant le même taux de croissance, on serait à 200 millions. Les démographes, moi je suis dans un laboratoire de démographes et il n'y a pas de discussion là-dessus. Les gens sont d'accord parce qu'on arrive à faire des projections raisonnables sur une génération, sur 20-25 ans. D'ici 2050, le Nigeria sera le 3e pays le plus peuplé du monde, après l'Inde, qui passe au-dessus du rang de la Chine, et ensuite le Nigeria qui aura dépassé les États-Unis. Il y aura à l'époque peut-être un peu plus de 400 millions d'habitants au Nigeria, peut-être 440, 450. D'ici 2050, les États-Unis étant au niveau des 400 millions. Donc l'enjeu est quand même un enjeu majeur. Quoi. Et quand je vous disais tout à l'heure sur ce corpus des Nations Unies, là, sur les interviews des djihadistes, assez naturellement, j'ai envie de dire que les plus gros effectifs, c'était chez Boko Haram qu'on les trouvait, parce que c'est aussi la zone la plus peuplée où sont actifs des groupes djihadistes. La Somalie n'est pas très peuplée, c'est pas peuplé comme le Nigeria. En revanche, les Shebabs, quelquefois, ils sont un petit peu comparés au Hamas, parce qu'ils ont une sorte de discours islamo-nationaliste contre les troupes d'occupation étrangères, qui éthiopiennes, qui américaines, qui kenyanes, etc. Ils ont une base sociale, ça c'est absolument indéniable. Ce qui d'ailleurs contrevient un peu à la représentation de groupes terroristes qui seraient quelques individus. Non, tous ces groupes ont une base sociale, mais elle est plus ou moins nombreuse.
Elle est quand même, toute proportion gardée, à mon avis d'ailleurs, plus importante dans le sud de la Somalie, du côté des Chebabs, que du côté de Boko Haram. Je parle de la proportion par rapport aux masses de population. Le nord du Mali, il y a peut-être 1 million d'habitants, donc on n'est pas du tout dans les mêmes configurations, et ça a effectivement une incidence aussi au niveau militaire. Ce n'est pas la même chose d'avoir un groupe constitué de quelques centaines de personnes aguerries, hein, qui savent utiliser une arme, parce que ça aussi c'est un autre problème. On a des chiffres invraisemblables qui circulent sur ces groupes. Ah, il y a 100 000 militants de Boko Haram, mais ça veut dire quoi exactement? Est-ce que c'est des gens qui savent tirer? Et quand là, on essaye de ramasser un peu la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un membre de Boko Haram? Est-ce que c'est un combattant? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait tirer? On a quand même des chiffres un peu plus réduits, mais très discutables par ailleurs. On ne sait pas très bien, en fait. Alors, il y avait une question sur la France. Oui, je sais pas si tu veux peut-être au-delà de la France, enfin la France, mais au-delà, c'est-à-dire la responsabilité des puissances coloniales dans le soutien inconditionnel à des pouvoirs pourris, pour aller vite. Ce langage est un langage de journaliste, pas de chercheur. Mais bon, c'est trop facile, le discours ambiant qui est de dire ah, les Africains, enfin bon, on sait, Sarkozy n'a toujours pas vu l'homme africain entrer dans l'histoire. Mais je veux dire, ce discours est trop facile quand on mesure la responsabilité des puissances coloniales, la France en particulier. C'était un des problèmes, je trouve, d'ailleurs, de l'intervention militaire de 2013. C'est qu'en plus de ça, quand vous envoyez vos troupes, alors là, vous avez une responsabilité directe dans la gabegie, parce que le Mali est quand même sous perfusion de la communauté internationale depuis au moins 2013. Il était déjà un pays très aidé avant. Donc ça pose de grosses questions aussi sur l'efficacité de l'aide internationale, qui est un mot aimable pour parler de l'aide occidentale, en fait. Que ce soit sur la réforme des armées, des appareils sécuritaires, que ce soit sur tout, la décentralisation, l'accès à la santé, à l'école, etc. Il y a de vraies questions à poser. Et à partir du moment où vous envoyez vos troupes sur place, alors là, vous avez une responsabilité directe et non plus indirecte. Et je me souviens, j'avais écrit une tribune il y a longtemps, je ne sais plus où ni quand exactement, mais où je disais, je préfère en fait que nous ayons une responsabilité indirecte dans l'écroulement du Sahel et le fait que les groupes djihadistes vont peut-être être amenés à monter en puissance, même si je continue de penser qu'ils n'ont pas la capacité à prendre le pouvoir dans les capitales, mais je préfère qu'on ait une responsabilité indirecte que directe. Et le problème de Barkhane, c'est qu'on avait une responsabilité directe. Et qu'en plus, ça s'est évidemment retourné contre nous, à la fois de la part des Africains, parce que là, il y a eu beaucoup de théories du complot, en disant, enfin, c'est incroyable. Il y a une espèce de relation de déception aussi. D'abord, c'est humiliant pour les Africains, 60 ans après les indépendances, de demander à l'ancienne puissance coloniale d'intervenir pour les sauver, entre guillemets. Hein, c'était ça en 2013 au Mali. Et en plus de ça, ça ne marche pas. Au bout de 8 ans, vous vous rendez compte que voilà, les groupes djihadistes sont là, ils gagnent du terrain, objectivement, hein, sur la cartographie. Au début, quand on est intervenu, ils n'étaient que dans le nord. Ensuite, ils se sont étendus dans le centre du Mali. Ils ont commencé à gagner l'Iptako-Gourma, donc le nord du Burkina Faso et l'extrême ouest de la République du Niger. Ils ont commencé à monter quelques attaques très ponctuelles sur la Côte d'Ivoire ou sur le Togo ou un petit peu le Bénin. Donc voilà, on voyait que ça ne marche pas. C'est-à-dire que non seulement c'est humiliant, et en plus ça ne marche pas. Donc là, il a commencé à y avoir aussi tout un discours de critique contre l'ancienne puissance coloniale qui est décevante, et du coup qui suspectait l'ancienne puissance coloniale de soutenir les groupes djihadistes. Et ça, c'est un discours qu'on entend de manière récurrente au Sahel, qui est hallucinant, parce qu'on l'entend aussi à un très haut niveau de l'État, des gens qui ont été éduqués, qui ont fait leur thèse en France, etc., et qui vous disent, oui, mais on sait bien qu'il y avait d'autres intérêts, alors le pétrole, ou je ne sais trop quoi, alors que, excusez-moi, c'est pas là que se trouve le pétrole, en tout cas, en quantité commerciale, et en tout cas pas exploité par les Français. Il y en a un peu au Sénégal et en Mauritanie, mais c'est vraiment pas là, et au Niger, mais c'est vraiment des petites quantités. Donc non, la France n'est pas intervenue pour mettre la main sur le pétrole malien, mais il y a eu beaucoup de supputations qui reflétaient aussi cette énorme déception, en disant, mais on ne peut pas croire que l'ancienne puissance coloniale, avec toute la force qu'elle déploie, ne soit pas à même de venir à bout de ces insurrections. Et donc on n'y croyait pas, donc c'est qu'il y avait anguille sous roche. Et ça a favorisé tout un complotisme qui s'est retourné contre la France, en sachant, je termine, excuse-moi, je suis bavard, non, il y a un deuxième niveau de ratage sur la communication, quoi qu'il en soit, du body language du président Macron à Bamako, enfin autrefois à Bamako, ou bien dans l'amphithéâtre d'étudiants à Ouagadougou, ou encore ailleurs. Mettons ça peut-être à part. Mais effectivement, même quand on est intervenu, l'idée c'était aussi de montrer que la France était capable de faire le job. Parce qu'on fait partie des 5 puissances qui ont un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. On se pense comme une puissance moyenne.
Donc là, on allait arrêter la barbarie djihadiste. Ce n'était pas dit officiellement non plus, mais pourquoi pas endiguer les flux migratoires vers l'Afrique du Nord et la Méditerranée. On allait faire le job pour la communauté internationale. Et 8 ans après, on démontre qu'en fait, on ne peut pas faire le job. Parce qu'on a estimé qu'on pouvait... Il y a une espèce aussi de présomption incroyable où la classe dirigeante française continue de penser qu'avec 300 militaires, on va pouvoir changer le cours de l'histoire en Afrique. Mais non, excusez-moi, c'est plus le cas. C'est plus ça. On ne peut pas se substituer à des États défaillants. C'est justement ce que... Donc on a assigné à l'armée une mission impossible qui s'est retournée contre nous sur le plan de notre réputation, puisque du coup aussi la réputation de l'armée française en a pris pour son grade, si je peux utiliser l'expression. Mais ça m'a beaucoup frappé dans votre livre. Vous montrez aussi que le choix du terrain militaire, quitte à intervenir, je veux dire, quitte à être présent, actif, le choix du terrain militaire, c'est un choix qui empêche d'aller au fond des problèmes posés du terreau qu'est la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire, on est dans quelque chose qui est mal pensé au départ même. Parce qu'on est sur le tout répressif. Voilà. En plus de ça, en qualifiant ces groupes de terroristes, on s'extrait du droit international humanitaire et pourquoi pas aussi de la négociation. C'est-à-dire qu'on se prévaut aussi d'une arme qui a dans beaucoup de guerres contre-insurrectionnelles, qui est d'utiliser à la fois le bâton, mais aussi la carotte. Et là, on supprime la carotte, on dit de toute façon, on va juste taper sur ces groupes, parce que l'idée, c'est de les éliminer, à tel point que la France avait quand même un discours qui est hallucinant pour les Africains de la zone, qui dit « ne négociez pas avec les terroristes ». Ça, c'est quand même assez étonnant. On vous interdit, mais tout en négociant soi-même lorsqu'il faut libérer des otages, quitte à devoir payer. Donc, une contradiction, et je voulais terminer quand même aussi un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que les Africains, ils ne sont pas dupes. Ils écoutent beaucoup la radio, même quand c'est interdit dans certains pays. RFI continue d'avoir ses auditeurs, France 24, etc. Ils sont très au courant de la situation politique. Et donc, quand la France condamne certains coups d'État au Burkina ou au Mali, mais endosse le coup d'État constitutionnel qui a vu le fils d'Idriss Déby prendre le pouvoir au Tchad, donc il y a des coups d'État militaires que l'on condamne, d'autres que l'on accepte. On est intervenu militairement en Côte d'Ivoire parce que le président Gbagbo jouait les prolongations de mandat, mais on endosse le 3e mandat du président Ouattara. Donc les Africains ont le sentiment que la France a 2 poids et 2 mesures. Et donc on perd aussi en légitimité, en crédibilité. Notre crédibilité est vraiment entamée de ce point de vue. Alors pour moi, en revanche, ce n'est pas vraiment nouveau et il n'y a pas eu besoin des Russes pour ça. Parce qu'aujourd'hui, le grand discours de dire « Ah bah oui, on n'aime pas les Français parce qu'il y a des campagnes d'information et de mésinformation et de disinformation menées par les Russes. » Oui, il y en a, il n'y avait pas besoin de ça pour qu'il y ait un ressenti contre le double langage de l'Élysée et puis pour que par ailleurs, on ne sache pas très bien, il faut quand même, excuse-moi, je termine là-dessus. Il y a effectivement des images très frappantes où on voit des manifs de milieux nationalistes devant des ambassades de France dans les capitales sahéliennes. On va brûler des drapeaux. Qu'est-ce que pense le Mali profond, le paysan du centre du Mali, de Sikasso? Qu'est-ce qu'on pense dans les campagnes du Burkina vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale? Ce n'est pas très clair en fait. Il y a des effets de mise en résonance, des effets de loupe sur une réaction très vive à l'encontre de la puissance coloniale française, qui sont aussi pour partie évidemment exacerbés par les Russes qui vont mettre de l'huile sur le feu, bien sûr. Est-ce que c'est vraiment le sentiment général au Sahel? Je serais bien incapable en fait de le dire. Donc je crois qu'il faut aussi ne pas trop exagérer le ressenti anti-français. Attends, Fabrice, on a une question en ligne. Avant que tu la poses, Valentin, je salue le geste de notre ami qui a été acheter le livre. Donc il ne faut jamais oublier que l'objectif, c'est aussi pour les auteurs de vendre leurs livres. Donc faites comme lui. Catherine tient des livres à votre disposition. Valentin, une question en ligne. Merci pour cet éclairage. Vous avez cité entre autres les razzias comme ressource pour eux, mais quelle est la responsabilité de ces groupes dans le trafic d'êtres humains, cette région sahélienne étant une grande zone de transit de migration? Alors c'est une question plus générale sur les liaisons dangereuses entre ces groupes et les groupes criminels, on va dire de manière plus générale. Je pense qu'il y a effectivement des individus qui ont rejoint ces groupes pour des raisons lucratives, ça me paraît absolument indéniable. En même temps, on n'arrive pas à voir, il n'y a pas un amalgame possible. Ça reste quand même des logiques différentes, y compris sur le mode de partage du butin. Par exemple, dans le nord-ouest du Nigeria, aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes, puisque c'est la zone qui sépare le nord-est, où il y a Boko Haram autour du lac Tchad, et puis le Liptako-Gourma, Mali, Niger, Burkina, où il y a l'État islamique au Sahel, et puis le JNIM d'Al-Qaïda. Bon. Donc évidemment, si ces groupes opéraient la jonction,
Et à un moment, dans le nord-ouest du Nigeria, il y a eu des groupes armés qui font du vol de bétail, qui font du kidnapping, et qui à un moment ont revendiqué l'enlèvement d'écoliers au nom de Boko Haram. Il y a eu un accord avec Boko Haram, ce n'est pas Boko Haram qui avait perpétré cet enlèvement, mais l'enlèvement a été revendiqué en leur nom. Donc beaucoup en ont déduit que ça y est, c'était fait, cette jonction était faite. En fait, on s'est rendu compte, il y a une étude remarquable qui est sortie, qui montre quand même que c'est des rationalités différentes. Ils ne combattent pas pour les mêmes raisons, et certains groupes djihadistes, à certaines périodes de leur histoire, ont vraiment aussi été attractifs parce qu'ils offraient une protection contre les attaques de bandits armés que n'offraient pas justement les forces de défense et de sécurité qui rackettaient les gens, mais qui, dès qu'elles étaient attaquées, s'enfuyaient. Et ça, on le voit très bien sur la période 2012 au Mali, dans le nord du Mali, quand le MNLA, indépendantiste Touareg, s'empare du pouvoir au début Tombouctou-Gao, proclame l'indépendance de l'Azawad, mais c'est aussi une sacrée bande de pillards, on ne va pas se raconter les histoires. Et la popularité, pourquoi la population, sans forcément adhérer à l'idéologie d'Al-Qaïda, AQMI à l'époque, ou le Mujao, pourquoi ils arrivent à avoir une base sociale, c'est qu'ils débarrassent la population de ces pillards. Ils arrêtent les voleurs. Alors certains, ils vont leur trancher la main, etc. Mais c'est un petit peu l'effet qu'on avait vu avec les talibans à Kaboul en 1996, ou bien avec les Shebabs lorsqu'ils sont emparés du pouvoir à Mogadiscio en 2006. Des forces d'ordre. La capacité à restaurer l'ordre. Voilà. Même si c'est un ordre extrêmement brutal, y compris dans la conduite de la vie quotidienne, sur le fait de fumer des cigarettes ou d'écouter de la musique ou de voiler les femmes ou pas. Voilà. Vous me faites penser à ce que Bertrand Badi, avec qui je travaille, raconte souvent, il connaît bien le Mali. Il disait, tant que ces groupes assureront la subsistance et l'ordre pour une certaine partie de la population du Nord et que le gouvernement officiel ne le fera pas, il n'y a pas de solution. Ah, on est complètement d'accord. Il y a aussi autre chose. Ce qui sauve aujourd'hui le Mali, je disais, moi je ne crois pas beaucoup à une prise du pouvoir dans les capitales par ces groupes. Ce qui sauve aujourd'hui le Mali, c'est la guerre intestine entre AQMI, le JNIM et puis l'État islamique au Sahel. S'ils conjuguaient leurs forces pour articuler leur position politique et militaire, ils auraient une capacité d'action qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Le problème, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, autant les groupes djihadistes sont divisés et s'entretuent eux-mêmes, au point que moi aujourd'hui sur Boko Haram, je ne sais plus de lecture, je ne sais plus du tout où on en est. Entre ISWAP, il y a plus que 2 factions, ils s'entretuent tout le temps, les chefs... Ça devient absolument... C'est tellement fragmenté qu'on a vraiment du mal à suivre. C'est une nouvelle génération aussi, c'est plus les chefs oui, puisque les anciens ont été tués. Voilà. Mais en face, c'est très divisé aussi. Quand vous regardez l'armée du Burkina, elle n'est pas une, elle n'est pas unie. Et l'armée du Mali non plus. Donc, tout le monde est très divisé. C'est ça qui est terrible dans cette scène insurrectionnelle, cette scène militaire, on va dire comme ça, c'est que les forces armées nationales sont elles-mêmes très divisées, craignant tout le temps le coup, le putsch, il y a différentes factions, il y a les différentes échelles aussi de grades qui comptent énormément. Et puis en face, vous avez des groupes qui sont eux-mêmes très divisés. Et donc ça complexifie encore la lecture de ces conflits. Fabrice ? Merci pour l'exposé. Moi, j'avais une question concernant les relations diplomatiques entre le Nigeria et l'Algérie, et éventuellement entre le Nigeria, le Niger, le Tchad, enfin sur un axe sud-nord. Si tant est que vous ayez une lecture ou une interprétation. Alors, on commence par le plus simple. Le Nigeria et le Niger ont toujours eu une bonne relation. Il y a eu quelques couacs au moment où le Nigeria expulsait les immigrés nigériens clandestins. Mais quand même, depuis l'indépendance, c'est quand même 2 pays très proches culturellement, puisque la classe politique musulmane du Nord a toujours eu un rôle important dans le gouvernement, au Nigeria. Donc, notamment pendant la guerre du Biafra, le Niger a été vu comme un valet de l'impérialisme français, mais le Niger a toujours aidé le gouvernement fédéral à lutter contre le sécessionnisme biafrais. Pareil d'ailleurs du côté camerounais, ça a été un des effets étonnants, y compris d'ailleurs sur le Tchad, c'est-à-dire que comme ils ont des ennemis communs, ils se sont rapprochés. Il faut rappeler que dans les années 90, le Cameroun et le Nigeria se faisaient la guerre sur la péninsule pétrolifère contestée de Bakassi. Le Tchad et le Nigeria se faisaient aussi la guerre sur quelques îles contestées sur le lac Tchad. À partir du moment où ils ont eu un ennemi commun, puisque les pays là dont je parle, Nigeria, Niger, Cameroun, Tchad, sont réunis au sein d'une coalition antiterroriste anti-Boko Haram, la MNJTF, ou la Force multinationale conjointe, au sein de la commission, enfin sous l'égide de la commission du bassin du lac Tchad, il y a eu là des rapprochements assez étonnants. En 2018, par exemple, on a vu un contingent de l'armée nigériane défiler à Yaoundé au moment du jour de la fête nationale. Et ça, c'était quand même très symbolique. Donc là, c'est étonnant, mais la menace djihadiste a aussi eu pour effet positif là, de réunir ou de
voilà, de rapprocher des gouvernements qui s'entendaient mal auparavant. Alors, sur Nigeria, Algérie, il y a ce serpent de mer, d'une construction d'un pipeline, d'un néoloduc qui ne verra jamais le jour. Je suis désolé, en tout cas pas de mon vivant, mais je vous en fais le pari. Mais après tout, si je me trompe, vous viendrez demander le fond du non, pari. vous ne serez plus là. Ben oui, voilà. Mais si je perds, je serai encore là. Mais je dirais, mais le problème, c'est que je suis filmé là, donc il y a des témoins. Il faudra m'effacer cette partie de la bande. Non, mais bon, sur l'Algérie. Il y a évidemment une relation très très forte dans la problématique du Mali. Il est clair que le Mali ne peut pas parvenir à un accord de paix s'il n'y a pas d'Algérie. Ça me paraît absolument évident. Dans le cas de Boko Haram, c'est quand même plus éloigné. Donc il y a des préoccupations pétrolières communes au sein de l'OPEP. Le Nigeria a fait le choix de soutenir le Polisario sur le Sahara occidental. Donc il y a eu des convergence, il y a eu même, on s'en souvient peut-être plus, mais une rupture des relations diplomatiques entre la France et le Nigeria en 1961. C'est le Nigeria qui a décidé de rompre ses relations diplomatiques parce que la France commettait des essais nucléaires en Algérie. Et en soutien au FLN et aux indépendantistes algériens à l'époque, le Nigeria, de son propre chef, avait expulsé l'ambassadeur de France. Il y a eu vraiment rupture complète des relations diplomatiques. Voilà. Bon, bref, on ne va pas revenir sur toute cette histoire. Donc je dirais que les relations ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles ne sont pas centrales dans la diplomatie du Nigeria. Elles sont plutôt, je dirais, au beau fixe, tout au moins de ce que je peux en savoir, mais ce n'est pas forcément cette analyse que je proposerais si on parlait du Mali ou du Niger. Là, c'est quand même dans des problématiques différentes, y compris sur la gestion des flux migratoires, l'expulsion des clandestins qui sont ensuite renvoyés dans le désert au Niger. Là c'est un peu plus compliqué. Ouais. Je voudrais vous poser une dernière question sur un thème qui est très à la mode depuis plusieurs années en France, qui est même devenu un business pour certains. Il faudrait regarder de près tout l'argent qui a été investi là-dedans et comment ça a été utilisé. Il n'y a pas que Mme Schiappa qui est en cause, il y a aussi d'autres sources de financement dont on ne sait pas à quoi elles aboutissent. Je veux parler de la déradicalisation. Ah oui. Alors, au mieux, vous dites le terme est mauvais. Hein, vous le dites clairement, on pourrait parler de désengagement plutôt que de déradicalisation. Et on s'y met. Ouais. Mais vous dites, fondamentalement, il y a des obstacles majeurs parce que la démarche de déradicalisation ne porte pas, encore une fois, sur les causes même du développement djihadiste. C'est ça, si on veut bien admettre que la radicalisation de l'islam n'est pas le fond du problème, à quoi ça sert de déradicalisation et d'extirper une idéologie islamique qui en fait n'est pas la raison pour laquelle des jeunes ont pu combattre dans les rangs des groupes djihadistes. En plus de ça, je donne de nombreux exemples de mauvais fonctionnement des programmes de déradicalisation. C'est ça, c'est ce que je voulais vous faire dire. On soustrait à la justice des gens qui du coup sont enfermés sans avoir d'échéance sur leur date de sortie d'un centre qui est fermé. Ce n'est pas une prison, c'est un centre de déradicalisation. Et puis quand ils sortent, souvent c'est trop tard, donc on décide de les y laisser, parce qu'on ne sait jamais, comme ils sont un peu énervés, en fait ils n'avaient rien fait, et puis ils ont été appréhendés dans une rafle, on les a gardés longtemps sous prétexte de les déradicaliser, puis on s'est aperçu qu'en fait ils n'avaient rien à voir avec l'histoire, mais quand même au bout de 6 ans ils sont un petit peu énervés, donc moi j'ai entendu par exemple un officiel nigérien qui disait non, en fait on ne peut pas les libérer, parce que si on les libère, ils sont tellement énervés qu'ils vont rejoindre Boko Haram pour se venger. Donc en fait il y a des espèces de pièges comme ça, qui font qu'on auto-entretient. Et côté nigérian, il y a eu aussi comme ça des dérapages, puisque, alors là, ça renvoie aussi au mode opératoire des armées, qui se pensent comme dissociés de la justice et qui donc ne récupèrent pas les preuves. Donc il y a très peu de procès en terrorisme, en fait. C'est ça aussi un problème. Donc il y a des gens qui languissent en prison, ils ne sont pas condamnés, ils ne sont pas non plus libérés, et on fait quoi de tous ces gens-là ? Il y a une espèce de réserve là, très inquiétante, avec un autre problème que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, qui est aussi la milicianisation, notamment au Burkina et au Mali, où finalement, comme les forces armées sont faibles, elles vont recourir à des milices, on va dire, ethniques, pour faire simple, communautaires. Et là, du coup, on part sur des règlements de compte communautaires, notamment des rivalités sur l'accès aux fonciers, qui n'ont absolument plus rien à voir avec une quelconque doctrine salafiste, mais qui sont extrêmement inquiétantes en termes de possibilités d'épuration ethnique. Il n'y a qu'à regarder tout le discours très vindicatif sur le Peul, la 5e colonne djihadiste Peul, sur le ressentiment qu'il y a au Mali ou aussi au Niger, au Nigeria également, puisque le président sortant, Buhari, était lui-même un Peul, donc c'était aussi une manière d'exprimer son ressenti contre cet ancien dictateur militaire qui avait été élu en 2015.
il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent. Il y a le fait qu'effectivement, au XIXe siècle, c'était surtout des Peuls qui ont mené les grandes djihad dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, il y a toujours cette suspicion sur des peuples nomades, même si en fait l'essentiel des Peuls aujourd'hui finalement sont sédentarisés, ils vivent en ville, ils ne sont plus forcément éleveurs. Donc il y a beaucoup aussi de représentations fausses sur les Peuls. Mais on voit bien qu'il y a une toxicité du discours qui va cibler une communauté en particulier, qui est extrêmement dangereuse et qui est instrumentalisée par des pouvoirs politiques, malheureusement, au Burkina ou au Mali, où du coup là, ça peut vraiment déraper vers des débordements très meurtriers sur des civils qui n'ont absolument rien à voir en fait avec de la guerre contre le terrorisme. Voilà. Alors, un journaliste de Novaya Gazeta me racontait récemment qu'ils ont le même problème avec Wagner. Parce que Wagner recrute des criminels, parfois condamnés à 20 ans, 25 ans de prison pour des crimes épouvantables. Au bout d'un certain nombre de mois de service, ils sont libérés, ils rentrent chez eux et ils retrouvent les parents de leurs victimes, qui les voient libres. Donc, je veux dire, la déradicalisation a... Mais je ne savais pas que Wagner était une entreprise de déradicalisation. Eh bien, vous voyez, c'est formidable. Déradicalisation du droit commun. Oui, oui, d'accord. Pas de crime de guerre. Okay. Voilà, merci infiniment, Marc-Antoine. C'était merci passionnant. À tous de votre attention. Merci beaucoup. Pendant cette heure. Et donc, n'hésitez pas à vous munir de ce livre. Et nous aurons ensuite, dans quelques 2 semaines, je pense, la vidéo de cette rencontre. Parfait. Merci beaucoup.